votre émission Les Ondes clandestines. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit bouleversant qui met en lumière la lutte contre des injustices contemporaines. Nous allons parler de FedEx Macoulé, un livre poignant. Dans cet ouvrage, l'auteur nous entraîne dans son combat épineux avec la multinationale FedEx suite à une éviction brutale qui a bouleversé sa vie. À travers son style d'écriture sincère et émouvant, notre invité balance entre l'injustice personnelle et des réflexions profondes sur l'ubérisation qui touche son secteur d'activité. Il explore comment les grandes entreprises peuvent écraser les voix individuelles et les conséquences de cette dynamique sur notre société. Le livre ne se contente pas de raconter son histoire, il appelle également à la solidarité et à la résilience en éclairant des enjeux plus larges qui touchent autant les travailleurs que les consommateurs. J'ai le plaisir de recevoir Hervé Street. Bonjour. Alors Hervé, merci d'être venu aux ondes clandestines. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours? Alors le parcours il est assez simple au départ, hein. Je rachète une société de transport. Je suis en contrat avec TNT au départ et tout se passe très bien, on va dire. Il y a bien entendu toujours des petits soucis. On est quand même des sous-traitants, donc on n'est pas réellement des patrons, mais on va dire que on arrive à gagner notre vie et tout se passe pour le mieux. D'accord. À partir de 2014, on sent que les finances, c'est plus trop ça dans les groupes de transport. On a le e-commerce qui arrive, on a les prix qui commencent à être écrasés. C'est là que ça s'effondre, en fait. Évidemment, il y a une prise de conscience à ce moment-là, en 2014. C'est un point de départ. Un point de On va dire départ. que C'est le c'est point un de point. bascule, en fait, presque. Voilà, c'est le point de bascule. C'est là où on va dire, je le sais pas encore, mais le combat commence déjà. D'accord. Ouais. Est-ce que, Ensuite, est-ce que, à ce moment-là, vous aviez conscience que vous alliez écrire un livre, en fait, dès le début, en fait, dans votre esprit? Non, pas du tout. non, jamais, j'aurais jamais pensé Pensez. même pouvoir ou être capable de le faire. Ah ouais. Parce Ouais. que si on en revient à votre histoire familiale, vos parents faisaient quoi dans la vie? Mon père était dans le transport, il était chauffeur poids lourd. Donc, il y a une hérédité. Ouais, je pense, ouais. Mon frère aussi est dans le transport. Et votre mère, en fait, faisait quoi? Entre mère au foyer et assistante maternelle. Très bien. Et vos études, en fait, juste pour qu'on comprenne un peu votre profil. Les études, très peu, hein, j'ai fait le maximum. L'école, honnêtement, me plaisait pas trop, tout du moins. Vous êtes J'ai plus sur de l'intelligence travail, en fait, professionnelle, Ouais, je suis plus manuel et je dirais que que académique. j'ai plus appris sur le terrain qu'à l'école. Bon, c'est pas une fierté, mais c'est un fait. Donc après, c'est pour comprendre un peu aussi les difficultés que vous auriez pu avoir pour écrire le livre après. Voilà, c'est qui est une œuvre intellectuelle entre guillemets, un ouvrage. J'aurais pu avoir des difficultés au départ. J'ai eu des difficultés en me compliquant la tâche, en essayant de peut-être de faire comme les autres ou d'être quelqu'un d'autre. Et puis, je suis reparti de zéro et j'ai écrit le livre à ma façon, avec ma Ah, personnalité. alors revenons aux explications et des défis de l'économie moderne et de l'ubérisation, là justement dont vous retraciez les contours en 2014 après. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, en 2014, donc il y a un grand plan social. Les dirigeants s'en vont. Il y a un jeu de chaises musicales qui s'opère chez TNT. Il y a le rachat de TNT par UPS qui capote. Et là, on apprend que c'est FedEx qui doit racheter. Et dans un premier temps, le fait que FedEx rachète, on est très très heureux. Nous, les sous-traitants et même nos livreurs sont très heureux parce que FedEx Dans un, est une dans un, entreprise sérieuse. Dans un premier temps, en fait, finalement, c'est une heureuse nouvelle, en fait, que FedEx rachète et vous sauve de la panade financière. Exactement. Nous, on connaît les FedEx historiques qui travaillent déjà en France. On sait comment ils sont traités, on sait comment ils sont payés. Donc, pour nous, Ce que, sous-traitants TNT, ce que vous ne c'est saviez pas, c'est que le géant en question est un cadeau un peu empoisonné. ouais, parce qu'en fait, on pensait que TNT allait devenir FedEx, mais en fait, malgré que FedEx rachète TNT, c'est FedEx qui devient TNT, et Hmm. avec toutes les dérives qui vont avec, qui étaient en train de se mettre en place déjà à partir de 2014.
Les différentes stratégies que vous avez utilisées pour faire entendre votre voix, en fait, face à la multinationale, c'est quoi exactement? Ben déjà, la première, ça a été déjà de pas se laisser faire, de se dresser devant eux, de dévoiler la vérité au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, aussi Quelle essayer est de. la stratégie que vous aviez utilisée, par exemple, sur les réseaux sociaux, pardon, pour faire entendre votre voix, en fait? C'est à partir de hashtags, à partir de publications, en fait, régulières, en fait, d'happenings, de contacts de profil LinkedIn, pour faire entendre, comment Je ça se pense que passe? j'ai essayé de fédérer plutôt et par le contenu, en essayant de dénoncer ces vérités et en essayant de trouver un Quelle public est, derrière qui quelle est réceptionne. quelle est la réaction que vous avez eue à ce moment-là? Enfin, une réaction, de soutien ou une réaction plutôt de rejet ou d'indifférence? Au départ, c'était très difficile. Moi, j'étais pas à réseaux sociaux, donc c'était très très difficile. Mais j'ai fini par trouver un public et honnêtement, même encore jusqu'à aujourd'hui, énormément de soutien et de gens qui viennent se fédérer autour de nous à l'association, que ce soit de manière militante ou on va dire sympathisante. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre combat, votre lutte? La lutte se poursuit, hein. On est de plus en plus nombreux à dénoncer ces méthodes et pas que pour FedEx. C'est même le cas pour Chronopost, UPS, DPD, GLS. Est-ce que vous sollicitez aussi l'appui de syndicats ou On a l'appui d'un syndicat chez FedEx qui est Sud Solidaire Transport. d'accord? Chez FedEx, en ce qui concerne mon combat et le combat d'autres sous-traitants FedEx, on l'a. Après, vu que nous, on fédère déjà les sous-traitants et les livreurs, c'est très difficile de s'allier pour le moment de manière officielle avec des syndicats dans la rue pour cette cause bien précise, bien entendu. Ça a dû être quand même une sacrée épreuve que vous avez traversée. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses émotions, gérer la pression? Au départ, vous les gérez pas, vous prenez le coup sur la tête et puis vous savez pas ce qui va en être demain. Vous prenez le coup sur la tête, vous broyez un peu du noir, vous êtes en colère et je vois que c'est pareil chez mes camarades aujourd'hui, hein. D'abord, on a la colère, la haine, on se laisse grignoter, on sombre et puis eh bien, après, le naturel revient hein, et la combativité est là. Elle se représente devant nous et puis on se remet au boulot, on se remet au combat. On a évoqué les soutiens que vous pourriez avoir avec les réseaux sociaux et les médias. Quel autre soutien, par exemple, quelle autre rencontre avec des experts et des avocats joue dans le développement de votre dossier? Alors, ben déjà, oui, il y a les avocats. Aujourd'hui, on peut dire que c'était un réel soutien. Ça l'a été tout au long de mon parcours, d'ailleurs, au niveau moral. Après, au début de mon parcours de lutte contre ces donneurs d'ordre, il faut savoir que les conflits de sous-traitants envers des donneurs d'ordre sont très peu fréquents, quoi. Il y a pas de récurrence. C'est un mal qui n'existe pas encore. Voilà. Hmm. Donc, mes avocats, ben, on a dû faire énormément de travail ensemble, de recherche de législation, de jurisprudence, d'analyse, pour essayer. Actuellement, le dossier, il est où exactement là? En fait, si je, en termes de enfin, il y a un litige, non? Alors, j'ai un dossier qui est en cour européenne, j'en ai un autre qui est en première instance au tribunal des affaires économiques, anciennement au tribunal de commerce. Oui. Lyon. Et après, il y a un dossier global qui est géré par l'association, qui est au pénal et qui est instruit pour le moment par le parquet de Marseille. Comment vous percevez la suite des événements si vous deviez anticiper? Alors bien sûr, on vous demande pas de déployer votre stratégie puisque finalement, j'imagine que à travers ce média, FedEx va regarder ce que vous dites aussi. Mais Ça me pose pas de problème. essayez de nous expliquer en fait comment ça va se passer, ça peut se passer. Ouais, la première des stratégies, déjà, c'est essayer de comprendre comment on en arrive là. On en arrive là parce que la sous-traitance est très mal régie en France, hein. Il n'y a pas vraiment de législation qui encadre tout ça.
Donc le premier défi, c'est l'encadrement de la sous-traitance dans le transport, mais Hmm. pas que, et passer par la voie législative. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très bien entouré, puisque depuis pas mal de temps maintenant, j'ai rejoint François Ruffin, et c'est un combat qu'il porte à mes côtés, notamment une proposition de loi qu'il a dans ses mains pour essayer d'encadrer tout ça, non pas contre les donneurs d'ordre, pas contre FedEx, mais Est-ce que vous pensez que c'est un atout dans la suite du dossier? Bon, vous n'allez pas me dire un non, mais est-ce que finalement ça ne va pas mettre un projecteur négatif sur votre action, l'aspect non, je politique? pense que moi, il y en a qui me voient comme un guerrier qui mène une guerre contre C'est un David et empire. Goliath un peu. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Bon, j'ai aimé moi aussi au début définir ça comme ça. Euh, je pense que le mot Est-ce que vous guerre, il est pensez que Goliath, enfin Achille, a un talon fragile qui peut... bien sûr, on a tous un talon d'Achille, mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif aujourd'hui, pour moi, il n'est pas d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire, voilà, la France, c'est un beau pays, on a de gros soucis dans le transport, on le voit, c'est moi qui raconte l'histoire, c'est mon histoire, FedEx m'a coulé, mais ça va au-delà de l'histoire Eh ben, d'Hervé. au-delà d'histoire d'Hervé, c'est beaucoup. Vous avez la conscience en fait que finalement votre cause vous dépasse. Oui, en fait, c'est une cause nationale. C'est pas qu'Hervé. Au départ, je croyais être seul, je croyais être la victime. Vous ne défendez pas que votre intérêt, mais celui d'un collectif fort. Oui, oui, au départ, comme je vous dis, je croyais être la victime, mais en fait, je ne suis pas la victime. La victime, c'est tout le monde. C'est tous les sous-traitants, c'est tous les Mm. livreurs, parce que on n'a jamais légiféré là-dessus, qu'il y a certaines lois aussi qui ne sont pas appliquées, très peu connues, mal interprétées. Donc, je pense qu'il faut remettre de l'ordre là-dedans et que ça ne peut pas se faire contre le donneur d'ordre. Je pense qu'on doit être dans un esprit d'équipe, travailler à la fois avec le donneur d'ordre, les sous-traitants, les livreurs, l'État, le pouvoir, se mettre tous autour d'une table et trouver un compromis qui nous mène tous à travailler dans de bonnes conditions, premièrement, mais qui va aussi amener les sous-traitants à pouvoir payer leurs charges sociales fiscales. Il faut que toutes les charges directes et indirectes soient englobées dans le contrat de sous-traitance. Si vous deviez laisser un message fort, impactant, percutant à FedEx, ce serait quoi? Mettez-vous autour de la table, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Mettons-nous autour de la table et Pourquoi est-ce regardons. qu'il refuse la conciliation, la concertation, et qu'il préfère une sorte de judiciarisation, de conflictualisation en fait d'une affaire sociale? Parce que il profite de la lenteur de la justice. On sait très bien que plus la justice est lente, plus moins de gens vont se plaindre. Moins de gens vont pouvoir mener le combat. Donc, on provisionne pour les quelques procès qu'on va perdre. Et ils les perdent pas tous, puisqu'ils en gagnent pas mal aussi, il faut être honnête. Donc, et puis le coût final que ça aurait si Hmm. on se mettait autour de la table face à face et que FedEx devait réellement payer toutes les heures des livreurs qui travaillent pour les sous-traitants. Si réellement tout devait être payé, non seulement ça aurait un coût économique énorme à l'heure actuelle pour FedEx, en l'état actuel des choses, mais également pour tous les autres. Ça ferait jurisprudence pour tous les autres transporteurs. Et le problème, c'est que FedEx a un souci aussi, c'est qu'ils sont eux aussi victimes de la concurrence déloyale. Puisqu'en face de eux, ils ont leur expéditeur, leurs clients. Ce sont pour beaucoup aujourd'hui les plateformes de e-commerce, puisqu'on est beaucoup dans le B2C aujourd'hui. Hmm. Ces plateformes de e-commerce, ils écrasent aussi les FedEx, les Chronopost, les UPS en tirant toujours les prix Donc il y vers a le bas. ce que vous dites, c'est qu'il y a une menace au-delà. Il y a encore une menace. Ils sont eux aussi victimes. Oui, il y a une menace au-delà. C'est un phénomène en cascade et Hmm. qui part de tout en haut. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le résoudre seul, les sous-traitants et les livreurs. On doit le résoudre à la fois avec les donneurs d'ordre, mais aussi avec les plateformes de e-commerce, avec le législateur, se mettre autour d'une table et avancer semaine après semaine, mois après mois, pour arriver à une législation, une harmonisation pour tout le monde, qui fera voilà, compromis, consensus, vous voyez, comme vous voulez. Mhm. Alors, on va revenir un petit peu sur le livre.
Il a été écrit quand, ce livre? C'était en 2000, Je l'ai commencé en 2023. Je l'ai 2023. commencé en mars 2023. D'accord. Il est édité, en fait, chez qui? Il est édité chez Véron Édition. Véron Édition. D'accord. Le titre, je vais commencer par le titre. En fait, le titre, finalement, Omar m'a tué. On comprend que ça va être une histoire de défaillance judiciaire. Alors, moi, c'est FedEx m'a coulé, c'est pas Omar m'a tué. Euh, oui, 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 c'est moi qui ai fait le lapsus. C'est moi qui ai fait le lapsus. Oui, FedEx m'a tué et du coup, en fait, en référence à Omar m'a tué. Voilà, c'est Voilà, alors d'où mon lapsus. Désolé. J'en c'est FedEx m'a coulé, et oui, c'est en référence à Omar m'a tué, victime d'une terrible injustice. On va pas, bien entendu, Ouais, refaire le le procès procès. d'Omar, mais tout le monde connaît l'histoire. Et ben, je sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est vrai qu'ils ont, dans un premier temps, coulé ma boîte. Pas réellement, puisque ils m'ont coulé, mais pas noyé, comme j'aime à le dire dans le premier Ouais. chapitre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que ma société existe toujours. Mais oui, en Vous arrivant, considérez finalement que en choisissant ce titre de FedEx m'a tué en référence à Omar m'a tué, il y a une sorte de criminalisation en fait des faits en fait, c'est-à-dire que vous percevez ce qui vous est arrivé comme un crime indu. pas exactement, pas comme un crime, parce que c'est pas un crime non plus. Non, mais Comme une l'injustice. Pour injustice. moi, Omar m'a tué, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Si on rentre 2 minutes dans l'affaire d'Omar m'a tué, on voit que l'enquête a été très malmenée, qu'elle a été bâclée dès le départ, mais surtout on voit qu'il n'y a aucune volonté de rendre la justice à Omar Haddad. Euh, Oui. on voit que derrière, il y a des intérêts bien plus gros derrière Omar Haddad. Et, eh ben, c'est un petit peu la même chose pour moi. Vous Si avez j'avais subi écrit des ce pressions? livre, si j'avais écrit ce livre le premier mois, je n'aurais pas appelé FedEx Macoulé. Oui. Je l'ai appelé FedEx Macoulé parce que j'attendais beaucoup de FedEx au départ quand on a su qu'ils arrivaient. Ils sont arrivés et en vérité, ils n'ont pas coulé que moi, mais Quand vous ils dites sont. ils sont arrivés aussi, est-ce qu'ils vous ont fait des pressions? Ils vous ont pressuré en fait, et de quelle manière? Pression économique. C'est Pression la pression économique? à la fois économique et l'épée de Damoclès qu'on avait en permanence avec des contrats qui étaient de manière récurrente en appel d'offres. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune garantie sur l'avenir. On ne pouvait pas s'engager ni avec des chauffeurs, ni sur des leasings sur le long terme. On n'avait aucune visibilité. J'ai tenté de joindre FedEx dans le courant de la semaine, en fait impossible donc d'avoir un avis sur eux. Donc ils seront capables de répondre lorsque la parution en fait de ce podcast en fait sera là sur les commentaires et de voir un petit peu leur réaction, ce sera intéressant. Oui, mais c'est ce que je leur reproche notamment, c'est qu'il n'y a jamais eu réellement, tout du moins avec les personnes compétentes, de discussion. Il n'y a jamais réellement eu un tour de table pour essayer de comprendre de manière pragmatique les faits, ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil quand on rentre dans le cœur de l'ouvrage, dans le cœur du dossier, hein, qui est le mien. C'est pas réellement non plus un combat contre FedEx, c'est un combat contre les dirigeants France de FedEx en France. C'est-à-dire Écrire le livre, ça a été comment une libération ou une souffrance permanente en fait d'accouchement à la littérature. déjà, au départ, c'est très dur d'écrire quand on n'est pas forcément un écrivain né et qu'on C'est a ça. très peu de vocabulaire ou de connaissances grammaticales. Mais enrichissant parce qu'on apprend. Psychologiquement, c'est difficile parce qu'on doit se replonger dans tout ça. Et Vous c'est pas avez envoyé évident. votre manuscrit à plusieurs maisons d'édition ou c'est eux qui vous ont contacté Non, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. plusieurs maisons d'édition? Ouais. D'accord, d'accord. Oui, oui, je vous ai interrompu. Vous disiez sur. Non, mais oui, je vous dis, mais après, voilà, plus vous rentrez au début, vous vous dites, putain, mais comment je vais faire pour faire 150 pages? Je vais Ouais, raconter quoi? Comment je vais c'est faire ça. pour tourner ça de manière littéraire?
Et puis après, vous en arrivez presque sur la fin, vous dites, bon, là, il va falloir que je calme, il va falloir que je réduise, que je synthétise, que je reprenne tout, parce que vous êtes déjà à presque 300 pages. Et je pense que j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure de l'écriture de FedEx Macoulé. Vos proches, qu'est-ce qu'ils disent de votre combat, de vous? Ça doit être difficile au quotidien finalement de supporter le combat avec vous. C'est très dur, très difficile. Très difficile. C'est très difficile. Alors surtout au début, on va dire que maintenant, on va dire, et c'est triste à dire, je suis dans une espèce de routine. Je suis dans une espèce de routine où presque on s'ennuierait, tout du moins en ce qui me concerne, en ce qui concerne les affaires personnelles. Et ben, sortir de cette routine, ça serait réellement changer les choses. Réellement changer les choses. Et encore une fois, je le redis, non pas contre FedEx, contre Chronopost ou d'autres entités. Ouais. C'est changer les choses pour le bien commun, pour le bien de tout le monde. À la fois pour l'image de ces entreprises, mais pour aussi pour tout le confort de travail des livreurs, pour les sous-traitants aussi. Parce que derrière, ce que ne savent pas les gens, c'est que quand un sous-traitant n'est pas justement rémunéré, il commet des fraudes et il ne paye pas ses charges, il ne paye pas sa TVA et parfois il ne paye pas les salaires et tout ça, ben, c'est le contribuable qui le paye. Parce que ben, l'entreprise, quand elle dépose le bilan, ben, sa dette est annulée et en fin d'année, il faut trouver un budget pour l'État. Et puis, si ces recettes, elles manquent, eh bien, il va falloir faire ce qu'ont fait nos politiques récemment, c'est-à-dire aller chercher les pièces jaunes dans la poche des gens. Et ça, après, les gens, ils apprécient pas. Ils comprennent pas, mais le combat, il part pas de la finalité. Il faut revenir en arrière. Pourquoi on en arrive là? Vous avez rencontré François Ruffin? Oui, très, très souvent. La première approche en fait de l'homme en fait c'était quoi? Il a apprécié directement votre affaire ou il a fallu le convaincre ardemment? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre François Ruffin que le combat que je mène et qu'il mène désormais à mes côtés est un combat noble pour une justice sociale. François Ruffin a toujours été du côté des travailleurs et des petits patrons, parce qu'on l'oublie très souvent, je suis un petit patron. Et même si on en parle très très peu, je suis uni avec mes chauffeurs. Dans la profession, les petits patrons sont très très unis avec leurs chauffeurs. On touche le même salaire, on fait le même boulot quasiment. C'est très difficile. Et François Ruffin a toujours été du côté des petits patrons, des petits livreurs, hein, j'ai envie de le dire aussi, parce Mhm. que c'est très difficile avec les salaires qu'on a. Exactement. Donc il a toujours défendu cette cause, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, on le voit, il est sur le terrain du matin au soir pour défendre les salariés, les petits patrons, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, dans toute la France. Il est là pour rassembler les petits patrons et les salariés. Eh bien, notre entretien touche à sa fin. Je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ben moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent et à ceux qui écouteront ce podcast plus tard, cet entretien plus tard, c'est n'attendez pas d'être dans le trou, n'attendez pas d'être au fond, n'attendez pas d'avoir vos comptes bloqués, n'attendez pas d'être jugé pour avoir commis un accident au volant de votre fourgon. Non, n'attendez pas pour respecter la loi, n'attendez pas pour dénoncer vos contrats et surtout, n'attendez pas pour vous battre. C'est maintenant que le combat commence. On peut pas. Moi, je dis ça parce que à l'association, j'ai souvent des gens, très souvent, pour pas dire 90% du temps, des gens qui arrivent, ils sont au bord du précipice, quoi. Ils sont foutus, ils sont au dépôt de bilan. Et se fédérer avant, c'est aussi pouvoir travailler à des solutions en étant beaucoup plus nombreux. Euh, voilà, donc je pense que c'est ce que j'ai envie de passer comme message, c'est rejoignez-moi dans la lutte maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. FedEx m'a tué aux éditions Véron, en fait. Macoulé, C'est
Ouais, ouais, m'a coulé, FedEx FedEx m'a coulé. Macoulé. J'ai dit, non, je vais pas y arriver en fait entre Omar Mathieu et FedEx m'a coulé. FedEx m'a coulé aux éditions Véron. Jetez-vous sur cet ouvrage en fait de lutte sociale, mais pas que. C'est aussi un portrait intéressant d'un petit chef d'entreprise qui se bat pour sa survie. N'hésitez pas. Merci bien et à la semaine prochaine pour une autre émission en fait des ondes clandestines. Merci à vous. Merci.